Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau podcast, à l'orée duquel je vous donne brièvement quelques nouvelles de notre petite entreprise. D'abord, vous pouvez sur le site, je vous rappelle, c'est www.lenouvelespritpublic sans séparation.fr, vous pouvez trouver l'enregistrement de ce que nous avons appelé, en hommage à Jean-François Revel, que nous avons appelé le BADA, c'est-à-dire le supplément gratuit que les marchands de glace offraient à Marseille, et qui est donc l'enregistrement de la conversation avec le public, en l'occurrence la conversation que nous avons eue la semaine dernière à l'école alsacienne à l'occasion de l'enregistrement public, qui portait exclusivement, c'était un podcast avec un seul sujet, qui portait sur le mode de gouvernement d'Emmanuel Macron. Par ailleurs, vous avez sur le site toutes les indications nécessaires pour vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, pour nous soutenir si vous ne l'avez pas encore fait, pour nous ressoutenir si vous nous avez déjà soutenus. Et aussi, vous y trouvez évidemment l'accès à tous les précédents podcasts, ainsi que le texte des synthèses que je lis au début de chaque discussion, et également les brèves, c'est-à-dire les différentes recommandations que les unes et les autres nous faisons à la fin de notre échange hebdomadaire. Nous sommes, comme vous le savez, partenaires de l'hebdomadaire Le 1. Cette semaine, il publie un dossier consacré aux inégalités entre les sexes, dossier intitulé « Salaire, les femmes au rabais ». Peut-être sera-t-on étonné d'apprendre que l'Italie est le pays d'Europe où l'écart de salaire entre hommes et femmes est le moindre. Il est de 6%. Et peut-être éprouverons-nous une certaine Schadenfreude à découvrir que les Allemands font moins bien que nous. Nous allons, sous le regard amusé de mes invités, nous allons nous efforcer d'éclairer de mes invités EES, d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Nicolas Bavrez, avocat et essayiste, avec Béatrice Gibelin, directrice de l'Institut français de géopolitique et de la revue Hérodote, avec Lucille Schmitt, membre du comité de rédaction de la revue Esprit, et Marc-Olivier Padis, directeur des études de la fondation Terra Nova. Nous commencerons par nous intéresser à la police selon Gérard Collomb. Le 8 février, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a exposé pendant près de 2 heures les grandes lignes de sa politique de sécurité, les différentes mesures annoncées faisant suite à l'envoi d'un questionnaire aux 250 000 policiers et gendarmes, dont 70 000 ont répondu. Après avoir mis l'accent sur la sécurité première des libertés, le ministre a décliné 5 grands axes des réformes pour une police, je le cite, aux ambitions retrouvées, sur mesure, connectée, respectée et partenariale. Gérard Collomb a annoncé la fin de la politique du chiffre et une refonte de la formation initiale des policiers afin, je le cite de nouveau, qu'ils appréhendent davantage les problématiques sociétales, le management et la relation avec la population, afin de replacer le service du citoyen au cœur du dispositif de sécurité. Pour ce faire, le ministre a notamment annoncé la création d'une police de sécurité et du quotidien, ou PSQ. 1800 fonctionnaires supplémentaires y seront affectés d'ici la fin du quinquennat, recrutés sur profil par les chefs de services locaux pour une plus grande présence sur le terrain des policiers et des gendarmes. Dès septembre 2018 et d'ici à janvier 2019, une trentaine de quartiers dits de reconquête républicaine et une vingtaine de départements en zone gendarmerie expérimenteront cette police, notamment dans des zones, je cite une nouvelle fois, où la délinquance et les trafics ont augmenté de manière forte et où les habitants ont parfois peur de sortir de chez eux ou de prendre le bus. Le ministre a également annoncé la commande de 10 000 caméras piétons et de 110 000 tablettes pour équiper une majorité d'agents d'ici 2020 et la création de 10 000 postes pour la fin du quinquennat, ainsi que d'un fonds prévu pour la rénovation de nombreux commissariats. Face à ces différentes promesses, les syndicats policiers sont restés sceptiques. Frédéric Lagache du syndicat Alliance déclarant notamment « Gare aux faux espoirs, on a une police qui s'asphyxie et à qui il faut donner de l'oxygène ». Et Philippe Capon, secrétaire général de l'UNSA, police jugeant « On est déçu sur la méthode, il y a eu des bribes d'informations, mais pas de concertation ». Du côté des municipalités, le maire de Dijon, François Rebsamen, a constaté, je cite, un certain agacement des élus. Sur cette question, Béatrice Gibelin.
C'est une situation très très délicate à laquelle s'est attaqué Gérard Collomb. On devait normalement, si je me souviens bien, à la fin de l'année 2017, avoir quelques expérimentations et voir un petit peu comment les choses allaient se présenter. Beaucoup de villes avaient été candidates pour pouvoir bénéficier de cette expérimentation. Et puis, changement de braquet, on met en place la politique de sécurité du quotidien d'une seule façon, hein, d'un seul coup. Tout le monde y passe. C'est un pari audacieux, parce que c'est une réforme extrêmement difficile. Elle est très difficile parce que la situation dans la police est véritablement très dégradée. Elle est très dégradée parce que d'abord ils sont sursollicités et depuis longtemps. Il y a une réelle fatigue. Je connais un peu la Seine-Saint-Denis. En Seine-Saint-Denis, c'est véritablement des conditions de travail très très difficiles dans des commissariats qui sont en piteux état. Travailler tout le temps dans un cadre de vie très dégradé, c'est difficile. Le matériel de protection, les automobiles, tout état est véritablement dans un triste état. Et puis, ce qui est donc très, très délicat, il y faut une extrême prudence. Vous voyez bien qu'on n'ose pas reprendre le terme de police de proximité. Ça, c'est le tabou total, parce qu'autrement, on a la droite qui va se mettre à hurler le laxisme, etc. Ça a déjà d'ailleurs commencé, rien qu'avec cette nouvelle appellation. Qu'on a des syndicats qui sont limite à ne pas pouvoir vraiment tenir leurs troupes. Et pour le gouvernement, si effectivement les syndicats de policiers tiennent mal leurs troupes, alors là, on est dans une situation de tension extrêmement importante. Troisième chose, il y a une perte de confiance dans la police. C'est même plus la peine qu'on aille au commissariat déclarer. De toute façon, ça sert à rien. Bon, il est vrai aussi que le nombre d'affaires qui sont vraiment élucidées sont faibles, à peu près un tiers. Donc cette perte de confiance, comme on l'a d'ailleurs vis-à-vis de la justice aussi, hein, c'est une situation, à mon avis, très, très préoccupante. Annoncer la fin de la politique du chiffre, c'est sans doute une nécessité, quelque chose d'extrêmement positif, mais on peut comprendre que les réactions des syndicats soit mesurée en disant « wait and see ». On nous a déjà promis beaucoup de choses. On n'a pas vu grand-chose venir. On attend de voir. Et les chiffres qui sont annoncés, par exemple la création de 1800 postes sur le quinquennat, comme vous l'avez rappelé, ça peut sembler des chiffres très importants. Ils le sont d'une certaine façon. Mais répartis sur l'ensemble des situations difficiles et des commissariats, les policiers n'ont pas vraiment le sentiment que les choses vont beaucoup changer. Et quant à proposé, vous ne l'avez pas rappelé, mais on va les décharger d'affaires administratives pour qu'ils soient plus sur le terrain. Mais les officiers de police judiciaire, ça ne se remplace pas comme ça. Un officier de police judiciaire, c'est lui qui doit faire véritablement l'enquête. Donc, vous n'allez pas pouvoir mettre un administratif à sa place. Ce n'est pas possible. Ou alors, on change considérablement le rapport entre police et justice. Donc, ils sont bien conscients que ce qu'on appelle la paperasserie, c'est peut-être de la paperasserie, mais elle est aussi indispensable dans un état de droit. Donc, il va bien falloir trouver une solution face à ça. Donc, je pense qu'il fallait s'attaquer à ça, on va en discuter, mais c'est vraiment pas sans risque. Lucille Schmitt. Oui, moi, ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, on a pas mal évoqué, même si c'était tabou, comme vient de le dire Béatrice, la question de la police de proximité qui avait été mise en place par Jean-Pierre Chevènement du temps où Lionel Jospin était Premier ministre. Mais je crois que ce qui est important, c'est que la situation a vraiment énormément changé. C'est-à-dire que quelque part, cette police de sécurité du quotidien, elle doit faire face aussi à la question terroriste. C'est-à-dire que le terrorisme est une peur quotidienne pour les Français. Et qu'en séparant la lutte contre le terrorisme, parce que Gérard Collomb, dans son discours, a parlé au fond de différentes missions de la police, et la police de sécurité du quotidien, c'est un pan, mais il y a aussi la question de la lutte contre les terroristes, là avec la question du renseignement, la question d'une mise en place en fait d'une police entre guillemets 3 étoiles où on travaille de manière dématérialisée sur les données, etc. Et comment est-ce qu'on associe, c'est ça me semble-t-il le grand défi aujourd'hui, la question de cette lutte contre le terrorisme et une police de sécurité du quotidien qui soit une police crédible pour les citoyens. Est-ce qu'on s'adresse d'ailleurs aux citoyens ou aux policiers ? Quelque part, s'adresser aux deux aujourd'hui est très compliqué parce que je crois que la relation entre les Français et leur police est une relation ambivalente. Je crois qu'au moment des attentats, il y a eu une espèce de
de soutien national, en fait, à ce qu'ont fait les policiers. Et aujourd'hui, je crois que chacun peut saluer le fait qu'il y a peu d'attentats, pas d'attentats, mais en même temps, on vit sous la menace. Donc, il y a une ambivalence. Et puis, sur le quotidien, on constate une dégradation du service public de sécurité, qui est peut-être la première des libertés, mais qui est aussi un service public. Et là-dessus, je crois qu'il y a un problème entre les Français et leur police. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il me semble que la situation est beaucoup plus complexe qu'en 1998, parce que la sécurité privée est quand même c'est énormément développée en France, et que c'est passé un peu inaperçu, mais il y a un décret qui a été pris en fin d'année dernière qui autorise les agents de sécurité privée à utiliser des armes qui sont des armes non létales, mais il y a quand même un risque, en fait, d'une sorte de bordélisation dans l'espace public. C'est un premier sujet. La deuxième chose, c'est le développement des polices municipales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, Gérard Collomb, qui, comme maire de Lyon, était très fier de la façon dont il avait assuré la sécurité à Lyon, souhaite développer la relation avec les élus. Et quand on lit ce que disent les élus, les choses, Béatrice Gibelin vient de le dire, sont très ambivalentes. Il y a des élus qui disent c'est bien, d'autres qui disent wait and see, justement, et d'autres qui disent on est déjà déçus. Donc comment est-ce qu'on assure, par rapport à différents acteurs, sécurité privée, police municipale, police nationale, quelque chose qui permette une coordination? Et ça, c'est peut-être une manière de résoudre la question d'une faiblesse de moyens insuffisants, sauf que aujourd'hui les choses fonctionnent en parallèle, voire avec un risque, en fait, de doublon. Donc ça, c'est un point essentiel. Et puis je termine en disant une chose, c'est que je crois que le sujet, c'est aussi de sortir des commissariats. C'est-à-dire que quand vous allez au Québec, quand vous allez aux États-Unis, il y a une présence policière, en fait, dans la rue, qui est quelque chose qui rassure les habitants. Aujourd'hui, on voit bien que, au fond, les policiers insistent sur être débarrassés de certaines tâches indues. Ils insistent sur le fait qu'il faut rénover les commissariats, mais la question de leur présence auprès de la société est une question qui me semble essentielle. Comment est-ce que physiquement, humainement, on incarne la police aujourd'hui? Ça me semble essentiel. Et puis, je termine en disant une chose, c'est que on voit bien que l'articulation police-justice est un sujet. Moi, je suis frappée du fait que Gérard Collomb fasse des annonces et qu'ensuite il nous dise je vais travailler avec Nicole Belloubet sur le pénal. Est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer des annonces conjointes entre ministre de la Justice et ministre de l'Intérieur? Enfin, c'est quelque chose qui semble ne pas correspondre au couloir de nage habituel du gouvernement, mais qui aurait peut-être intéressé davantage les policiers et la société française. J'observe que Lucille Schmitt, qui n'en est qu'à sa deuxième visite parmi nous, a déjà appris de Jean-Louis Bourlange que quand on veut aller un peu plus loin que ce qu'on croit être le temps imparti, il faut toujours commencer ses phrases par « je termine ». Nicolas Bavrez. Il est vrai que la sécurité a changé de statut dans notre société. Avec le chômage, c'est le premier problème des Français. La question du terrorisme est centrale. La France, depuis 2015, en dehors des zones de guerre, est le 3e pays le plus touché par le nombre des victimes du terrorisme. Donc, c'est une réalité. Une autre réalité, c'est la montée du cyber, la cybercriminalité. Et donc, tout ceci oblige à évoluer. Parallèlement, on a de plus en plus de zones de non-droit sur le territoire français, l'apparition de ce qu'on a appelé les jungles, une France fracturée, et puis une dimension aussi qui est importante, qui est la dimension européenne. Puisque ça, c'est par exemple pour la gestion des migrations, il est clair que ça n'est pas... La France, évidemment, doit avoir un système de sécurité qui fonctionne, mais qui doit être articulé avec le reste des pays européens. Et de fait, notre appareil de sécurité intérieure a eu beaucoup de mal à évoluer. Pour moi, il y a 4 problèmes. Le premier, on l'a dit, c'est l'organisation et le fonctionnement en silo. On a aujourd'hui, par exemple, une direction générale de la police nationale et puis il y a la DGSI qui fait le renseignement. Mais entre les deux, déjà à l'intérieur, chacun a dû intégrer différents corps et la coordination entre les deux est lacunaire. Il existe un problème qui a été souligné d'articulation avec la justice et le pénal. Et puis, on a 2 problèmes pratiques. L'épuisement des forces. On voit que ce qui a été dit est juste. Aujourd'hui, on a une quasi-jacquerie. Au sein des policiers. Et un problème énorme de sous-équipement. Quand on regarde les budgets, donc le budget de la police, c'est presque 10 milliards d'euros. Et dessus, ce qui est consacré à l'équipement, c'est un peu plus de 300 millions. Donc c'est dérisoire. C'est pour ça qu'on a des voitures qui sont des commissariats qui sont délabrés, des voitures à bout de souffle. Et surtout, il n'y a aucun investissement dans la police du futur et dans toute la partie numérique. Pour la gendarmerie, c'est pire encore. C'est 8 milliards de budget, 150 millions d'euros d'investissement. Donc, à force de vouloir l'obsession des effectifs,
effectif a conduit aujourd'hui à un archaïsme qui est considérable. Alors, est-ce que ce plan règle vraiment les problèmes ? En tout cas, il en aborde certains, mais je pense qu'il n'est pas à la hauteur. La meilleure coordination avec les polices municipales ou les forces de sécurité privées, ça je pense que c'est un bon angle, mais on voit au-delà de l'annonce, on voit pas tellement comment ça va prendre corps. Et ça c'est fondamental parce que de fait, maintenant qu'on organise pour toute une partie d'activités privées ou l'organisation de grands événements, de toute manière, la police publique ne suffit pas. Il faut donc une articulation, ce qu'on a vu avec l'Euro, ce qu'on va voir avec les Jeux Olympiques. Il faut une articulation forte. Sur la police technologique, 110 000 tablettes, des smartphones et 10 000 caméras, c'est très bien, mais c'est pas ça qui va permettre de répondre aux défis technologiques de la montée de la cybercriminalité et du cyberterrorisme. Et grosso modo, donc, c'est un plan qui donne un certain nombre d'ouvertures conceptuelles, mais qui en fait n'apporte pas de réel investissement supplémentaire et qui ne règle pas un certain nombre de problèmes de fond. On n'a toujours pas de centre de commandement opérationnel sur la sécurité intérieure sur le territoire français, ce qui veut dire que ce ministère reste fondamentalement un ministère de la proximité, mais de la réactivité, mais il n'y a pas d'anticipation, il n'y a pas de planification, il n'y a pas de retour sur expérience, et finalement, on a tiré très peu de conséquences des grands attentats qui nous ont touchés. Le renseignement et l'intervention restent coupés. Alors, même chose, l'articulation entre renseignement, intervention et cette police du quotidien, tout ceci reste dans les limbes et l'articulation avec la chaîne pénale ne progresse pas. Dernière chose, l'Europe n'est pas du tout présente et je pense que le renforcement de la coopération européenne est une dimension qui devrait être mise en avant parce que c'est absolument fondamental. Et c'est une demande des citoyens dans l'ensemble des pays européens que d'avoir une Europe de la sécurité et une reprise du contrôle des frontières du continent. Juste un mot, je crois que si on veut voir quelles sont les conditions de travail de la police, plus exactement, quelles étaient les conditions de travail de la police avant que les questions de terrorisme se posent, c'est-à-dire qu'évidemment ça n'a fait qu'aggraver les choses, il faut voir ou revoir le film de Bertrand Tavernier qui s'appelle L627, qui était une description absolument formidable de la police au quotidien. Et je faisais à l'époque un séminaire sur Paris à Sciences Po, et j'avais invité l'ancien directeur de la PJ, la préfecture de police, Claude Cancès, à venir expliquer les questions policières à Paris à mes étudiants, et sans que je lui suggère quoi que ce soit, il a demandé combien d'entre eux avaient vu le film de Tavernier qui était sorti peu de temps avant. Il y en avait à peu près un peu moins de la moitié. Et parmi vous qui l'avez vu, leur a-t-il dit, combien croient que ce film reflète la réalité de la police. Alors évidemment, les étudiants étaient un peu intimidés devant le directeur de la PJ, ce qu'ils n'osaient pas. Donc il y en a un certain nombre, disons un peu plus de la moitié de ceux qui avaient vu le film, qui ont dit, et Claude Cancès leur a dit mais ceux qui pensent que ce film ne reflète pas la réalité de la police n'ont pas tout à fait tort parce que c'est encore pire. Et je pense que quand on voit ça, on est notamment, je dirais, plus qu'impressionné. On est assommé par le poids de la bureaucratie inutile dans la police et de l'absence de coordination. Je me souviens, un des exemples, c'est que il y a les procès-verbaux doivent se faire, il y a une page de tête et puis des pages de suite. Et alors, quand ils n'ont plus de papier officiel, ils demandent qu'on leur envoie de nouveau et on leur envoie que des pages de suite. Il n'y a pas de page de tête, donc il faut attendre que les pages de tête soient imprimées. Enfin, c'est une succession. Ou sur la réparation des véhicules où on n'a pas exactement le bon formulaire et donc il y a aussi ça. Enfin, on est entre Courteline, La Biche et Kafka. Marc-Olivier Padis. Oui, Nicolas a montré toute la gamme des questions qui se posent en termes de sécurité intérieure, mais ce projet de réforme était concentré sur la question des relations au quotidien. Et c'est vrai que, comme Béatrice l'a dit, cette relation se passe mal au quotidien, vraiment dans la police ordinaire, c'est-à-dire ce qui devrait être les patrouilles dans la rue, etc. Et ce qu'on a vu, c'est que malgré, disons, le moment post-attentat où il y a eu une sorte d'unanimité
autour de la police, il y a une dégradation des relations au quotidien, un manque de confiance de la population dans la police. Des chiffres sont quand même impressionnants, c'est-à-dire que si on demande aux Français qui ont eu un contact avec la police, est-ce que vous pensez que les policiers prennent des décisions impartiales ? Sur 20 pays européens, la France est classée 14e. Si on demande est-ce que vous pensez que les policiers traitent les gens de façon respectueuse, on est 19e sur 26, ce qui est très très bas. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est pas le manque de confiance des citoyens dans la police, c'est le manque de confiance des policiers dans les citoyens. C'est-à-dire que là, on tombe sur 20 pays européens, on est 20e. C'est-à-dire que les policiers ne font pas confiance à la population. Et ce problème de la confiance est central parce que la confiance, c'est pas un bonus de l'action. C'est pas un contexte, c'est pas que c'est plus agréable pour les policiers de faire leur action en bénéficiant de la confiance du public. C'est que la confiance, c'est la matière première de l'action du policier. C'est-à-dire, c'est la matière première dans la recherche des renseignements, dans l'élucidation des problèmes, dans la baisse des tensions. Parce que, en fait, on ne dit plus gardien de la paix, mais ça devrait être ça, la mission de la police. C'est un gardien de la paix. Alors, pourquoi est-ce que on est dans cette situation de tension, avec effectivement l'épuisement des forces de police, etc. La proposition du ministre de l'Intérieur n'est pas à la hauteur, disons, de la révolution copernicienne qu'il faudrait faire, parce que il reste dans une logique administrative qui est celle du ministère de l'Intérieur, alors qu'il faudrait partir des attentes des usagers et de placer les demandes de la population au centre du maintien de l'ordre. Or, ça n'a jamais été le cas en France, parce que historiquement, la police en France est une police d'ordre public, c'est-à-dire qu'elle est là pour le maintien de l'ordre, pour la protection des institutions, pour les grands désordres, et elle n'est pas du tout là pour répondre aux besoins de la population. D'où ce quiproquo sur la question du sentiment d'insécurité, parce qu'on a souvent pointé du doigt les politiques en disant les politiques n'entendent pas la demande de sécurité des Français. En fait, si, ils l'entendent. Ils ont d'ailleurs gesticulé tant et plus pour donner le sentiment qu'ils prenaient en compte cette demande. Le problème, c'est que c'est l'outil de la police qui n'est pas du tout adapté à répondre à cette demande de plus grande sécurité, parce que la police est tournée vers d'autres objectifs, d'autres priorités. Et changer l'ordre des priorités, changer cette culture qui est très profonde, dans un moment où, disons, les forces sont épuisées, un moment où on a sous-investi dans les équipements, etc., c'est vrai que c'est très, très difficile à faire. Alors pourtant, il y a quand même des pistes qu'il faudrait suivre, notamment, il y a des pistes qui ont été données sur le recrutement, la formation, mais disons, il y a 2 points que j'évoque rapidement. D'abord, le management. On sait que, notamment, la gestion des jeunes policiers, c'est un peu comme l'éducation nationale, on voit les jeunes profs dans les établissements les plus difficiles. La police, c'est pareil. On envoie les jeunes policiers les plus inexpérimentés dans les zones les plus difficiles, qu'ils ne connaissent pas, dans lesquelles ils n'ont aucun repère, dans lesquelles ils ne partagent pas les codes de la population, et ils sont eux-mêmes du coup dans une posture défensive qui alimente disons la défiance. Et puis il y a une deuxième chose sur l'évaluation. C'est très difficile d'évaluer l'action des forces de police, mais c'est vrai qu'il y a eu, surtout à l'époque où Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, mais ça a perduré un culte du chiffre qui faisait que les policiers remplissaient des indicateurs, et donc on a eu un nombre de gardes à vue absolument effarants qui ne servaient absolument à rien. Et puis il y a ce problème qui reste quand même central sur les contrôles d'identité qui ne servent absolument à rien, qui sont récurrents dans les quartiers, où les mêmes jeunes sont contrôlés 10 fois dans la semaine par les mêmes forces de police, qui en plus font des palpations de contrôle, alors que normalement elles ne peuvent avoir lieu que si il y a déjà une amorce d'infraction, ce qui est absolument pas le cas. Moi, j'étais allé au tribunal d'Évry il y a quelques années assister à une journée de comparution immédiate, et on voit toute la journée défiler des jeunes qui ont été arrêtés pour outrage et rébellion parce que la police leur demande leurs papiers, ils ne les ont pas sur eux, ça se passe mal.
outrage et rébellion. Il suffit qu'ils disent un mot de travers, paf, outrage et rébellion. Ils passent une nuit au poste, ils sont présentés le lendemain devant le juge et les juges passent la journée à juger des affaires qui n'ont aucun intérêt. Et tout ça encombre, épuise et agace les relations de façon absolument improductive. Béatrice Gibelin. C'est une situation qui s'est effectivement considérablement dégradée avec le phénomène qu'on appelle la ghettoisation des quartiers et la montée du trafic de stupéfiants dans un certain nombre de quartiers. Il faut bien voir, et là vous aviez raison, entre ce qui s'est passé, si vous voulez, à la fin des années 90 et la situation d'aujourd'hui, on a effectivement une situation économique et sociale et une économie de l'illégalité qui, dans certains quartiers, est absolument colossale. On n'arrive même pas à évaluer ce qu'elle pourrait représenter dans la marge de l'économie de ces quartiers. Et donc, on a une situation qui est devenue extrêmement difficile. Et c'est là, je reviens sur ce que disait Marc-Olivier, c'est vrai que dans le projet de Collomb, c'est une police destinée à ces quartiers difficiles et de cette insécurité, très largement. C'est-à-dire que vous évoquez, Nicolas, la question du renseignement. Si on avait peut-être maintenu une police de proximité qu'il aurait fallu faire évoluer sans doute, peut-être que le renseignement, on aurait pu continuer à l'avoir. Le renseignement au quotidien, c'est-à-dire patrouiller dans un quartier, les commerçants, les directeurs d'école, les éducateurs, etc. De façon à avoir une connaissance fine de la société et du mode de fonctionnement de ce quartier. Quand on lit le livre d'Ariane Chemin et de Raphaël Baquet sur la communauté, on voit bien ce qui se passe dans ces quartiers et comment, effectivement, la situation s'est considérablement dégradée rapidement. Et donc, il y a à renouer tout ça. Mais ce sera très difficile. Moi, la question que je me pose, c'est que dans un quartier, je ne suis pas tout à fait aussi sévère que Nicolas quand il dit « ce sont des zones de non-droit ». Je ne pense pas qu'on y soit totalement, mais vous allez mettre des policiers qui vont patrouiller là-dedans. Mais qui va oser aller leur parler ? Qui va oser aller dire qu'il y a tel trafic, qui savent plus ou moins, mais qui n'ont pas les moyens de toute façon d'aller arrêter, puis on va arrêter le menifretin et puis ça continuera ailleurs. C'est extrêmement difficile de renouer ce rapport de confiance. Ça va demander énormément de temps. Et puis il faudrait mettre vraiment beaucoup de monde. On prend toujours l'exemple de New York en disant, voilà, on a remis les policiers et puis on ne supportait aucune infraction et on a fait baisser la criminalité. Mais on y a mis des moyens extrêmement importants. On est très loin du compte, y compris dans des policiers qu'on mettrait avec une vraie formation, une vraie expérience. Ce que rappelait Marc-Olivier, c'est tout à fait juste. Ces jeunes qui parfois arrivent de leur province et qu'on colle dans un commissariat de Seine-Saint-Denis, ils sont effarés et ils sont maladroits. Et comme ils ont peur, ils sont souvent agressifs, avec des jeunes qui, effectivement, ont la provocation. Donc, c'est une situation qui est vraiment extrêmement délicate. Je voudrais juste préciser ce qu'on appelle les caméras piétons. Peut-être que nos auditeurs ne savent pas ce que c'est. C'est les policiers, et quand ils font une arrestation ou qu'ils interpellent, ils doivent enregistrer, et la personne, mais elle ne sera pas en situation de rapport de force de pouvoir le faire, peut demander à ce que ce soit fait. Et si ça se passait mal et que ça n'avait pas été fait, à ce moment-là, c'est le policier qui sera en situation de graves difficultés. Dans la manière dont les quartiers ont été vidés et se sont embourgeoisés considérablement. Il suffit d'être allé à Harlem il y a 40 ans et d'y retourner aujourd'hui pour se percevoir. Avant qu'on embourgeoise la Courneuve, c'est pas tout à fait la même chose. Moment. Oui, mais ça, à Paris, ça a déjà commencé et les promoteurs immobiliers mènent des actions dont on peut contester le bien fondé et le désintéressement, mais qui en effet ont contribué à la modification de questions de sécurité dans pas mal de quartiers. Lucille Schmitt. Oui, moi, ce qui me frappe par rapport aux annonces de Gérard Collomb, c'est qu'il y a eu une espèce de méfiance du côté dans la réaction des syndicats de policiers. Et Marc-Olivier Padis rappelait qu'au fond, la société française n'est pas non plus très confiante par rapport à ces policiers, par rapport au concept. C'est-à-dire que tout de suite, donc on a dit police de sécurité du quotidien, et eu l'idée, on veut nous refaire la police de proximité, et au fond, tout ça n'aboutira à rien. Et donc moi, je pense que ce qui est intéressant dans cette méfiance par rapport au concept, c'est au fond qu'on a l'impression que les concepts sont là pour cacher une espèce d'incapacité à penser le long terme sur la question de la sécurité. Je pensais à ce qu'on fait, par exemple, sur les questions de défense, sur lesquelles on voit bien que les Français, par exemple, sont extrêmement attachés à la défense française, à la dissuasion, à une présence internationale de la France, et on voit bien comment, sur les questions de police, il y a le sentiment du fil de l'eau.
Et au fond, je me demande si le sujet n'est pas, et là-dessus Gérard Collomb est quelqu'un qui a de longue date réfléchi aux questions de sécurité. D'ailleurs, il est assez critiquable à Lyon sur la manière dont il a utilisé ça pour vider certains quartiers et lutter contre les migrants. Ses sorties sur les Albanais étaient assez scandaleuses, je tiens à le dire, sur les ondes. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a réfléchi au concept. Et donc à partir de là, comment est-ce qu'on fait pour remplir les concepts de sens et porter une vision de la sécurité entre la société, mais aussi, je tiens à le dire, par rapport à ce que disait Marc-Olivier Padis, la police de sécurité du quotidien, aujourd'hui, elle ne peut plus être déconnectée d'une police qui, quelque part, parle d'Europe, d'international et qui met en place une coopération entre les polices. Et elle ne peut plus être déconnectée du traitement de l'information, ce qu'on appelle les data, pardon de parler anglais. Mais aujourd'hui, c'est du latin. Voilà, c'est du latin, cher Meyer. Mais comment est-ce qu'on fait pour traiter la question de l'information, mettre en relation les informations et cesser d'être réactif et non pas seulement sur le préventif, mais aussi, quelque part, anticiper sur la question des attentats et utiliser le renseignement du quotidien pour le mettre en relation avec l'information plus générale, plus globale. Je crois que c'est ça un des défis de la police. Donc, moi, ce que je voulais... Je termine. Ce que je voulais juste dire, c'est que il faut avoir une vision de la sécurité qui ne soit plus une vision, qui ne soit plus au fil de l'eau. Sur le... Nicolas Waffray. Juste une information. L'INSEE a engagé un travail pour corriger les statistiques du PIB en intégrant le trafic. Voilà, les trafics. Ouais. Et donc, sur les stupéfiants, l'estimation est entre 20 et 30 milliards d'euros. Donc, je ne sais pas quelle est la solidité de cette estimation, mais ça ferait à peu près donc 1% du PIB, 1% du PIB français. Ce qui est vrai, c'est que une des grandes difficultés aujourd'hui, c'est la fracture des territoires. Vous avez rappelé un certain nombre de quartiers, mais il y a aussi des déserts de sécurité ruraux qui se sont créés, qui sont extrêmement problématiques. La difficulté que nous avons en France, c'est que nous avons laissé se créer des zones qui sont quand même des zones, à mon avis, de non-droit, et surtout des zones qui sont complètement en dehors de toute forme d'économie non clandestine, officielle, et qui ne vivent finalement que des ressources de l'État-providence et de criminalité ou d'économie clandestine. Et ça, c'est extrêmement difficile. La deuxième chose sur laquelle je voudrais aussi insister, c'est que le niveau de la violence croît. Et si on regarde, par exemple, l'armement qui est à la disposition, le cas évidemment emblématique, ce sont les quartiers nord de Marseille, mais il est vrai que les armes qui sont aujourd'hui déployées, et ça c'est venu avec l'effondrement de l'Union soviétique et les trafics notamment venus d'Europe centrale et orientale, aujourd'hui les policiers sont confrontés en intervention à des niveaux de violence qui n'étaient pas du tout les mêmes. C'est aussi évidemment le cas pour le terrorisme. On l'a vu avec le Bataclan, soit les attentats suicides, soit des armements de type militaire sont aujourd'hui déployés. Et c'est vrai que la police n'était pas du tout préparée à ça, d'où par ailleurs une nécessité évidemment de formation, mais aussi de montée en gamme de la riposte qui doit être à la disposition des policiers. Oui, il y a aussi, on parle volontiers des banlieues, mais il y a dans Paris des problèmes de cette nature. On les a vus surgir d'ailleurs à propos de la communauté chinoise, qui a été l'objet d'agressions, dont une mortelle dans le nord de Paris. La présence policière dont Lucile parlait tout à l'heure, la présence dans la rue, est un des éléments, mais du rapport avec la population, mais l'autre élément, c'est le logement des policiers. Et quand on parle aux anciens qui racontent ce qu'étaient les conditions de vie de la police jusqu'aux années 80 à peu près, quand le prix de l'immobilier a commencé à s'emballer à Paris, on voit que s'ils connaissaient leur quartier, c'est pas seulement parce que, selon les images réelles, mais un peu folklorisées, du policier avec une pèlerine sur sa bicyclette qu'on appelait l'hirondelle ou d'autres, il y avait en effet une présence, c'est aussi parce que beaucoup d'entre eux habitaient dans ces quartiers, et il est tout à fait fâcheux que dans la politique d'attribution des logements sociaux, la police, comme d'ailleurs d'autres professions qui sont des sortes de multiplicateurs de sociabilité ou de paix sociale, n'ait pas une priorité comme les gens du SAMU, comme les puéricultrices, comme un certain nombre de gens dont dépend la vie. Et j'ai été étonné aussi que là-dessus, le ministre de l'Intérieur n'ait pas un mot. Si vous voulez bien, nous allons nous franchir le Rhin, comme dans la chanson avec
M. de Turenne, et nous allons nous intéresser à la grande coalition allemande, puisque après les élections législatives de septembre dernier, qui avaient été marquées par les mauvais résultats des partis traditionnels et par l'entrée au Bundestag de l'extrême droite, alors je rappelle que les chrétiens démocrates de la CDU-CSU de la chancelière Angela Merkel avaient enregistré leur plus mauvais score depuis 1949, 33% des voix, et que les sociodémocrates du SPD de Martin Schulz avaient connu les pires résultats de leur histoire avec 20,5% des voix. Donc après ces élections, Angela Merkel avait en novembre entamé des négociations avec les libéraux du FDP et les Verts des Grünen, en vue d'une coalition dite jamaïcaine en raison des couleurs, des drapeaux respectifs ou des symboles respectifs de ces partis. De trop nombreux désaccords, notamment sur la question de l'immigration et de l'environnement, ont conduit la chancelière à se tourner à nouveau vers le Parti social-démocrate. Et après 4 mois d'intenses discussions, les deux formations sont arrivées à un accord vendredi dernier. 46 milliards d'euros seront consacrés à des dépenses sociales et éducatives et un fonds spécifique sera dédié à la stabilisation économique et à la convergence sociale de la zone euro en lien étroit avec la France. Quant à l'épineuse question de l'immigration, symbolisée ces 2 dernières années par la politique d'ouverture de la chancelière, le nombre d'arrivants sera désormais plafonné à 1000 par mois dans le cadre du regroupement familial. Ces accords devront être soumis le 4 mars au vote des 450 000 militants du SPD. Pour les libéraux-démocrates, il ne s'agit que d'une ressucée de la grande coalition sortante au pouvoir depuis 2013. Les Verts de Grünen ont dénoncé l'inhumanité des mesures annoncées en matière d'immigration et l'absence d'ambition en matière d'environnement. Et la gauche radicale, portée par Die Linke, n'a pas manqué de dénoncer le caractère profondément injuste de la politique sociale esquissée dans l'accord conclu. Kevin Kühnert, le leader des jeunes socialistes du SPD, a contesté les nombreuses concessions faites aux conservateurs, se déclarant abasourdi par l'abandon de la réforme de l'assurance sociale, le retrait de l'imposition des plus fortunés ou la limitation drastique de l'asile. Angela Merkel a admis avoir fait des concessions douloureuses lors d'un entretien accordé à la chaîne de télévision ZDF. Quant à Martin Schulz, il a quitté mardi soir la présidence du SPD en déclarant « J'ai connu ces derniers mois des hauts et des bas à ce poste comme rarement ». 71% des Allemands déclarent ne pas comprendre pourquoi la formation d'un gouvernement a pris autant de temps. Sur cette question, Nicolas Bavrez. Quand on a démarré l'année 2017, on avait finalement 2 idées sur l'Europe qui allaient être soumises à un test électoral important. C'était que la France était en grand danger et qu'il y avait finalement peu d'incertitudes sur l'Allemagne, où on aurait à la fois le 4e mandat de Madame Merkel et toujours une grande stabilité liée à la force de l'économie. Bon, les 2 idées ont été infirmées et aujourd'hui, l'Allemagne continue à montrer une force économique exceptionnelle, une croissance de 2,2%, un nombre d'emplois record, un chômage de 3,6%, 245 milliards d'euros d'excédent commercial, 38 milliards d'euros d'excédent des finances publiques, tout ceci fait rêver, sauf que le système politique a implosé et que cette grande coalition qui était normalement exemplaire de la capacité de l'Allemagne à nouer des compromis est aujourd'hui une pathologie plutôt qu'une aide. Quand on regarde l'état des 3 partis de cette coalition, ce sont 3 partis qui sont en très mauvais état et l'accord ne fait vraiment que des perdants. Donc la CDU a été sacrifiée par Madame Merkel à sa reconduction et le congrès du 26 février va être compliqué pour elle puisque la CDU est exclue de tous les grands ministères. Les Bavarois de la CSU conquièrent le ministère de l'Intérieur, mais c'est un ministère à haut risque parce qu'ils vont être ligotés par l'accord de coalition. Et alors, le parti qui est dans la situation la plus difficile, c'est bien sûr le SPD. D'un côté, un monopole de tous les ministères majeurs. Ils n'ont jamais eu autant de postes de responsabilité. Finances, travail, environnement, justice, affaires étrangères. Mais de l'autre côté, le parti est en train d'exploser. Il n'a plus de chef depuis la démission de Martin Schulz. Et par ailleurs, on a même on ne sait pas trop qui va aller occuper ces postes. Et puis, les
les militants vont devoir voter le 4 mars et ce résultat est extrêmement incertain. La grande perdante, c'est Madame Merkel. Elle a son 4e mandat, mais à un prix qui est extrêmement élevé. Et surtout, elle se trouve délégitimée vis-à-vis des Allemands, vis-à-vis de l'Europe, et assez largement vieillie, j'allais dire, par l'effet Macron, mais aussi par l'effet Sebastian Kurz, âgé de 31 ans, et qui vient de devenir chancelier en Autriche. Pour la France, la conclusion, c'est que la seule voie de sortie pour Madame Merkel, et ce qui peut nous intéresser, c'est l'Europe. Parce que c'est la seule manière pour elle de donner un peu de sens à ce dernier mandat. Et c'est vrai que la période qui s'ouvre va être critique, puisque début avril, on aura normalement un gouvernement allemand, si les militants du SPD valident l'accord, et puis un gouvernement italien. À l'automne 2018, on aura la fin des négociations du Brexit, le démarrage de la campagne pour les élections européennes. Donc c'est vrai qu'il y a un peu plus de 6 mois pour Madame Merkel comme pour le président de la République française Emmanuel Macron pour refonder la zone euro, donner un contenu à la souveraineté de l'Europe en matière commerciale, fiscale ou numérique, et puis créer une Europe de la sécurité. Donc le défi est immense et on aura la réponse assez vite. Lucile Schmitt. Oui, moi je voulais juste rappeler une chose, parce qu'en France, on a tendance à aller très vite et à considérer que les choses sont faites. Mais au sein du SPD, ce qui est très important, c'est que, effectivement, ça a été rappelé, les choses vont très mal et les militants vont voter avec quand même, du côté des jeunes socialistes, une campagne extrêmement de terrain qui est menée par le leader des jeunes socialistes dont vous venez de parler, Philippe Meyer. Je voulais aussi dire une chose, c'est que le vote n'aura pas lieu le 4 mars, il commence le 20 février. Il sera mené du 20 février au 4 mars parce qu'il est mené par correspondance. Et le SPD, les dirigeants du SPD ont pris le pari que le vote serait positif et donc ils ont convoqué la presse et ils donneront une conférence de presse dès qu'ils auront les résultats du vote. Mais au fond, ils sont très inquiets et on voit au sein de la gouvernance du SPD aujourd'hui, Martin Schulz donc a démissionné, vous le rappeliez Philippe Meyer mardi, il voulait mettre Andrea Nahles qui dirige le groupe au Bundestag à la tête du SPD, il s'est heurté à une bronca interne. Donc aujourd'hui, on a Olaf Scholz qui dirige le parti par intérim. Donc on a une crise de gouvernance très forte et notamment des dirigeants par rapport aux militants. C'est un parti de masse, ça n'existe pas en France, il y a 464 000 militants et il y a déjà eu un congrès extraordinaire qui était maîtrisé pour le coup par les dirigeants. Aujourd'hui, la question c'est la base. Donc le SPD, la base du SPD pourrait très bien au fond se révolter contre la façon dont on a tenté de lui imposer cette grande coalition avec un Martin Schulz, rappelons-le, qui en septembre disait qu'il ne voulait pas d'une grande coalition, qui ensuite a accepté le principe d'une grande coalition, qui ensuite qui avait dit qu'il ne voulait pas être ministre de Madame Merkel, qui ensuite a dit qu'il était prêt à être ministre des Affaires étrangères. Et donc, d'une certaine manière, il s'est tiré une rafale de balles dans le pied. Mais ça crée une espèce d'onde de choc au sein de ce grand parti. Et en démocratie interne, on est face à quelque chose qui est l'inconnu. Donc, je voudrais quand même dire que le scénario n'est pas écrit de la grande coalition, qu'on peut envisager un autre scénario qui, en France, nous semble très, très surréaliste, mais qui serait un gouvernement minoritaire, et que là-dessus, les choses se compliquent encore parce que il faut que le président allemand prenne la décision d'enclencher la possibilité d'un gouvernement minoritaire ou au contraire qu'il y ait de nouvelles élections. Et donc, c'est tout un schéma, en fait, d'un régime parlementaire qui se dévoile à nous à travers cette crise allemande. Et là-dessus, un gouvernement minoritaire, il faut quand même rappeler aussi une chose à laquelle on ne pense pas suffisamment, puisque Jean-Louis Bourlange nous le disait dans votre dernière émission, le Parlement, ça ne compte pas en France et encore moins du temps de Macron, mais en Allemagne, ça compte, et encore plus quand il y a 3 partis qui sont représentés au Parlement, qui sont à la fois l'extrême droite, l'AfD, les libéraux qui voulaient entrer au gouvernement, qui faisaient semblant de vouloir entrer au gouvernement, qui n'y entreront pas, le FDP, et les Grünen, qui sont sortis assez renforcés des négociations ratées. Donc il y a même 3 partis représentés au Parlement qui ne feraient pas partie de la grosse coalition. Et donc à partir de là, comment ça fonctionnerait ? Et s'il y avait un gouvernement minoritaire, la possibilité est ouverte. Ce serait en fait des majorités à géométrie variable en fonction des dossiers. Est-ce qu'on va vers ça ? C'est un scénario qui est possible et ça dépend des militants du SPD.
Béatrice Gibelin. Moi, je pense que c'est un scénario qui est tout à fait possible. C'est-à-dire qu'on pousse sur cette grande coalition. C'est-à-dire il y a peut-être là aussi une sorte de tactique assez fine et qu'il ne faut peut-être pas enterrer Angela Merkel si rapidement que ça. Il y a assurément une forme d'usure. Elle a déjà fait 3 mandats et le 4e mandat, il suffit de penser à l'histoire de Kohl pour se souvenir qu'il y a quand même un peu d'usure de pouvoir. Et puis, on a des jeunes à la porte et qui, effectivement, c'est notre tour maintenant. C'est notre tour. C'est à nous d'y aller. Ça, et d'une certaine façon, Macron, vous l'avez dit, a un peu ringardisé tous les gens ayant plus de 60 ans. Et que maintenant, il est de bon ton d'avoir entre 35 et 40 ans pour aller au pouvoir. Donc, il y a une forme d'impatience. Mais c'est vrai chez les libéraux, c'est vrai chez les jeunes du SPD, qui sont tout aussi ambitieux. C'est vrai à la CDU, c'est vrai à la CSU. Donc, il n'y a que chez Die Linke où on ne voit pas véritablement très jeunes monter. Donc, il y a une forme d'impatience. Mais moi, je demande à voir. Vous avez très justement rappelé, Nicolas, qu'en janvier 2017, on avait une France fragilisée, une Allemagne en toute puissance. Et puis qu'on a une situation, pas totalement inversée, loin de là, mais que ce n'est pas les scénarios auxquels on avait pensé. Donc, on ne sait pas encore le scénario qu'on va avoir. Et moi, j'avoue que je suis dubitative sur est-ce que, au fond, l'encadrement du SPD va réussir à tenir l'ensemble de ses militants pour les amener à cette grande coalition. Rien n'est moins sûr. Parce que ce jeune leader du SPD m'a l'air d'avoir un certain charisme, un certain savoir-faire et l'envie de voir les choses bouger. Parce que dans cette coalition, parce que le temps qu'on discute quand même, ça fait plusieurs mois, pour arriver à quoi ? À quelque chose qui semble très technique, sans véritable souffle, sans véritable vision et peut-être bien qu'on va avoir des militants qui vont envoyer bouler la GroKo, comme on dit. Écoutez, ça va, on a déjà donné, on ne va pas recommencer. Et que pour Merkel, comme personne en fait ne veut aller aux élections, je crois qu'aucun des partis, à part l'AfD, ne veut aller aux élections. Elle va avoir peut-être les mains beaucoup plus libres que si elle était dans cette grande coalition. Elle va reprendre les ministères, puisque évidemment le SPD perdra tous ces grands ministères qu'il avait obtenus, et elle va jouer au coup par coup. Et elle a quand même un matelas financier, une solidité économique financière qui peut lui permettre de jouer un dernier mandat, en sachant que c'est le dernier et osant y aller. Un mot quand même sur la beauté du fonctionnement démocratique dont nous sommes loin dans les partis français et aussi dont nous sommes loin dans les négociations entre partis pour former un gouvernement. Le fait de ne former un gouvernement de coalition que quand on s'est mis d'accord sur un programme qu'on a rendu public, ça fait quelque peu rêver. Marc-Olivier Padis. Oui et non. Si, quand même, ça a des mérites de mettre au clair le programme du gouvernement. Alors c'est vrai que les adhérents du SPD sont vraiment placés devant une situation très difficile parce que s'ils rejettent la coalition, ce serait quand même une rupture avec la culture de responsabilité qui est inscrite dans l'identité et le projet de la social-démocratie allemande. Donc en un sens, ce serait suicidaire de renoncer à son identité comme ça. Mais s'ils acceptent la coalition, ça veut dire de rester dans une logique déjà expérimentée plusieurs fois et qui affaiblit le SPD année après année. Et donc, c'est choisir une mort lente. Donc, c'est vraiment très difficile. Moi, je ne suis pas sûr que si cet accord est rejeté, Angela Merkel en tire profit, parce que ça pourrait être aussi la mort d'Angela Merkel. C'est quand même elle qui a mené les négociations 2 fois pour parvenir à un accord de coalition. Et si elle échoue 2 fois, il est possible qu'elle disparaisse de la scène. Alors, il y a une chose qui peut pousser les militants du SPD à agir, c'est le bruit que font les leaders conservateurs, et encore plus les Bavarois, qui sont très mécontents de l'accord et qui disent partout que c'est un très mauvais accord, que le SPD a obtenu absolument tout ce qu'il voulait. Et donc, dans ces conditions-là, là, ils font vraiment campagne pour l'accord avec le SPD. Pour pousser les adhérents à accepter cet accord. Moi, j'ai regardé les contributions au
congrès du SPD. Bon, Kevin Kühnert, le jeune leader des socialistes, il a pris une position, je dirais, de moyen terme. C'est-à-dire, lui, il calcule à 10-15 ans. Et à 10-15 ans, c'est pas un mauvais calcul de refuser cet accord et de se placer dans la perspective d'une reconstruction d'une culture politique du parti. Mais j'ai été beaucoup plus impressionné par la personne qui a pris la parole juste après lui, qui a retourné la salle, qui est Andrea Nahles, qui est quand même pressentie pour devenir la nouvelle présidente du SPD, qui était ministre du Travail, qui en tant que ministre du Travail a obtenu quand même des choses importantes, un salaire minimum, une modification sur les retraites, une amélioration des retraites des femmes au foyer. Et en Allemagne, on sait qu'elles sont nombreuses, et en agitant effectivement la peur que tout ça soit détricoté par une nouvelle alliance. Alors, il y a un point très négatif de cette grosse coalition, c'est que dans ce cadre-là, le premier parti d'opposition au Bundestag, c'est AfD. Et dans une culture parlementaire forte, comme en Allemagne, le premier parti d'opposition a énormément de force, de dispositifs à sa disposition. Et donc ça, c'est plutôt inquiétant parce qu'il pourrait profiter de cette situation-là. Un dernier mot sur le calendrier, puisque Nicolas a dit que le calendrier est assez court si la France veut poursuivre un dialogue avec l'Allemagne. Emmanuel Macron a fait des propositions très claires. Dans les discussions de coalition en Allemagne, ils n'ont pas été très précis, en revanche, sur la réponse à apporter aux propositions françaises. Ils ont dit, bien sûr, en accord avec la France. Mais ça n'engage pas à grand-chose. C'est le minimum de côté allemand de dire que sur les questions européennes, on va se mettre d'accord avec la France. Pendant ce temps-là, il y a eu une initiative intéressante d'un groupe auto-désigné d'économistes allemands et français, disons, dont des noms connus sont Jean Pisani-Ferry côté français et Eric Enderlein du côté allemand, pour mettre sur la table une proposition. Parce que du côté allemand, il n'y a rien du tout pour le moment. Il n'y a aucun travail, rien du tout. Il faut dire que Wolfgang Schäuble, qui a été pendant très longtemps le ministre des Finances et qui maintenant est le président du Bundestag, justement, on s'est confié à lui pour être sûr d'avoir quelqu'un qui tienne bien la maison. Donc Wolfgang Schäuble avait rendu impossible tout débat sur une évolution de la zone euro, la gouvernance, les investissements, etc. Et donc ce travail des économistes allemands et français est très intéressant parce qu'il montre qu'un accord est possible malgré des divergences fortes de points de vue économiques très fondamentaux entre l'Allemagne et la France. Mais disons sur l'idée qu'une action budgétaire plus forte commune au niveau européen serait possible, et qui impliquerait évidemment une contribution forte de l'Allemagne, mais sans système de transfert automatique vers les pays en déficit. C'est ce que les Allemands refusent absolument, c'est l'idée d'un budget commun ou d'un transfert automatique quelconque, parce que pour eux, c'est vraiment la fable de la cigale et de la fourmi. C'est vraiment que les fourmis allemandes donnent leurs biens aux cigales européennes, et ça, ils ne l'accepteront jamais. Nicolas Bavrez. 3 brèves remarques. D'abord, je suis d'accord avec le fait que Madame Merkel, si cet accord est rejeté par le SPD, Madame Merkel sera extrêmement affaiblie. Je ne sais pas s'il y a un gouvernement minoritaire, si elle serait à sa tête. Parce que sa grande qualité, que tout le monde lui reconnaissait, c'était sa qualité de gestionnaire des coalition précisément. Donc si elle conduit 2 fois ces négociations et que ça arrive à l'impasse, à mon avis, elle sera dans une position politique très difficile. La deuxième chose, ça a été dit, c'est fondamental, c'est que tout ceci se déroule sous la pression et le surplomb de l'AfD. Et ça pose la question qu'on a vu d'ailleurs dans d'autres pays, qu'on a vu avec UKIP, qu'on a vu finalement ça a été désarmé en France avec le Front National, qu'on voit en Espagne également, c'est-à-dire que des démocraties, des régimes parlementaires avec une forte dose de suffrage, de scrutin proportionnel. C'est pas le cas évidemment au Royaume-Uni, mais et sur lesquels arrivent des partis extrémistes. Ces régimes sont faits pour avoir un système partisan bipolaire. Dès qu'on avait déjà eu le problème de Die Linke, qui a quand même beaucoup affaibli le SPD en Allemagne, à partir du moment où on a un vrai parti extrémiste qui brouille le jeu,
l'instabilité politique, malheureusement, commence à régner. La troisième chose, je pense qu'on est plus avancé que ce qui était dit sur l'Europe. D'abord, il figure quand même un certain nombre de choses précises dans l'accord de gouvernement, le projet d'accord pour l'instant. D'abord, c'est la première fois qu'un projet de coalition démarre par l'Europe, qui arrive en tête, ce qui est quand même très particulier. Il y a l'idée d'un fonds monétaire européen. C'est vrai que sur l'idée avancée par la France, le ministre, le budget, les Allemands continuent à avoir peur qu'on les emmène sur une union de transfert. Mais en fait, il y avait un accord vrai politique entre Emmanuel Macron et Madame Merkel avec l'idée qu'elle serait facilement reconduite. Cet accord est implicite, mais il peut être réactivé si finalement elle fait son 4e mandat. Et il y a un point aussi sur lequel j'insiste, c'est que par exemple sur le thème de la sécurité, vous avez la création d'un fonds européen qui va être doté quand même d'1 milliard pour soutenir de l'innovation, de la recherche, de l'investissement en matière de défense. Et ça, ce sont des décisions qui sont déjà prises. Donc il y a quand même des jalons qui existent. Lucie Schmitt. Oui, très rapidement, je voulais juste rappeler une chose, c'est qu'à mon avis, quand même, le grand perdant, c'est Martin Schulz, c'est pas Angela Merkel, on va pas anticiper. Et qu'il y a un an, Martin Schulz s'était présenté comme le sauveur du SPD par rapport à Sigmar Gabriel, et qu'en un an, il s'est complètement démonétisé. Ce que disent beaucoup d'Allemands, c'est que c'est aussi parce qu'il avait mené toute sa carrière, en fait, comme eurocrate, enfin, comme élu au Parlement européen, où je rappelle qu'il a été président du Parlement européen à 2 reprises, et justement dans le contexte d'une grande coalition, c'est-à-dire qu'il y avait un accord entre les conservateurs et les socialistes au niveau du Parlement européen. Bon, il se trouve que c'est un conservateur qui a pris sa place, mais le principe de la grande coalition a été contesté au moment de cette élection. Et moi, je crois qu'il faut aujourd'hui s'interroger vraiment sur ce que donnent les grandes coalitions par rapport au contenu d'un projet. Personnellement, j'aspire, je ne suis pas allemande, mais j'aspirerais à un gouvernement minoritaire parce que ça permet d'aller plus sur les contenus avec un régime parlementaire. C'est un point qui est posé. Et sur la question d'Angela Merkel, peut-être qu'elle ne dirigerait pas un gouvernement minoritaire, mais alors qui le dirigerait ? Je crois qu'elle a quand même réussi à faire le vide. Enfin, en tout cas, la jeune génération qui pousse aujourd'hui, elle est encore moins présente à la CDU-CSU. Et je termine juste par rapport à la Bavière en disant une chose, c'est qu'on observe un rapprochement aujourd'hui entre la CSU et les Autrichiens sur le thème de la migration et qu'il y a une extrême droitisation de la CSU qui me semble extrêmement préoccupante. Ils affrontent des élections à l'automne et ils sont très inquiets de leur score et pour ça, ils sont prêts à tout sur le fait de devenir extrêmement xénophobes. Et je crois que c'est quelque chose qui doit nous inquiéter parce qu'il faut rappeler que Angela Merkel est déjà dans une forme de coalition entre CDU et CSU. Je vais me faire sonner les cloches si je ne rappelle pas que la CSU, ce sont les Bavarois, les chrétiens-démocrates bavarois, et que l'AfD, ce sont le Front National face à l'extrême droite allemande. Marc-Olivier Padis. Oui, la question qui est posée pour le SPD, c'est est-ce que c'est possible de faire partie d'une grande coalition sans apparaître comme le partenaire junior et donc le perdant de l'opération. Et donc, il y a des contributions politiques en ce moment en Allemagne assez intéressantes sur la proposition d'une stratégie alternative. C'est-à-dire que ce qui a plombé le SPD, c'est le fait que comme Merkel est essentiellement pragmatique et que le SPD a suivi Merkel sans proposer d'alternative, en fait, il y a eu une destruction du débat politique allemand. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord sur tout, il y a plus d'arêtes vives. Et donc, la stratégie alternative, ce serait de faire partie d'un accord de grande coalition tout en reconstruisant une culture interne beaucoup plus forte avec un projet qui redéfinisse, disons, un projet d'avenir pour le SPD. Alors évidemment, ça semble difficile, ce n'est pas impossible. Et quand on voit Andrea Nahles, on se dit si elle prend la tête du SPD, comme c'est une femme très volontaire et pugnace, elle pourrait redonner de la vivacité au débat politique, même s'il y a une coalition. Je vous remercie. Nous sommes arrivés à notre dernière séquence, la séquence des brèves, que je vais ouvrir en recommandant très vivement un film intitulé L'Insulte, réalisé par un réalisateur libanais, Ziad Doueri. En 2 mots, ça se passe à Beyrouth. Il y a un conflit, tout ce qu'il y a de plus limité, entre un Libanais chrétien et un Palestinien musulman. Ce conflit gonfle comme une boule de neige et il y a une sorte d'aller-retour permanent entre un conflit privé et le conflit politique. Cet aller-retour est mené de manière extrêmement habile, je dirais presque policière, en tout cas avec un sens du suspense qui ne l'éloigne jamais de l'importance de son contenu par le réalisateur, avec une sorte de moment d'explosion qui est extrêmement impressionnant et qui lui aussi est un moment qui va du particulier
au général. J'ajoute qu'il y a aussi, sans doute, peut-être ai-je pensé à cause de tous les débats qui ont lieu en ce moment, mais il y a une sorte de portrait de l'homme, je veux dire du mâle, en tant que, comment on peut dire, réceptacle de testostérone, qui mérite quand même d'être regardé avec... c'est fait avec beaucoup de finesse. Béatrice Gibelin. Moi, c'est un livre qui s'intitule « À la droite de Dieu », qu'a sorti Jérôme Fourquet, qui est le directeur politique des études politiques à l'Ipsos. Et j'ai trouvé ce livre intéressant parce qu'on est toujours sur le discours du retour du religieux, le réveil des catholiques. Et il analyse les grands moments, la manif pour tous, le développement de sens commun. Et puis, il y a un chapitre très intéressant qui est les catholiques face à l'islam. Et il dépasse les catholiques, on va dire, pas seulement pratiquants, mais ceux qui se disent véritablement catholiques, mais il intègre toute cette culture que nous avons d'être des catholiques non pratiquants, mais quand même attachés à ce qui est notre culture judéo-chrétienne, et comment on voit la dynamique de l'islam aujourd'hui, qui réclame des mosquées, qui construit, et qui attire, qui a des convertis, et cette menace en disant, au fond, on va devenir des dhimmis chez nous. C'est-à-dire, c'est une autre version du grand remplacement, bien évidemment. Et c'est intéressant de voir comment cette représentation, que je considère comme fausse, mais qui est quand même active, se diffuse dans certains milieux. Voilà, c'est un livre qui peut être utile, je crois. Merci, Lucille Schmidt. Oui, moi je voulais recommander un livre qui n'est pas paru ces derniers mois, qui est paru en 2015, qui s'appelle « Les clés retrouvées » de Benjamin Stora, et qui est en fait sans doute c'est un essai, c'est un historien, Benjamin Stora, mais c'est sans doute son livre le plus personnel, parce qu'il raconte que en 2000, il a retrouvé les clés de l'appartement de Constantine, en fait, de la maison d'ailleurs de Constantine, où il vivait avec ses parents, et à partir de là, il trace une espèce de généalogie familiale, et c'est très intéressant par rapport à la question de l'islam, à la question de la judéité, parce que ce qu'il raconte, c'est qu'au fond, entre ses deux parents, les Stora et les Zaouis, les Stora étaient au fond des Juifs attirés par la France, et les Zaouis étaient proches des Arabes. Et en fait, il montre extrêmement bien à partir de là, et on voit bien que cette question algérienne, qui m'est chère, travaille énormément la société française aujourd'hui. Il montre bien comment, d'une certaine façon, être juif, pour lui, c'est à la fois être français, arabe, et surtout être resté attaché à ce qu'était la vie en Algérie, c'est-à-dire, d'abord, je dirais une vie quotidienne, mais aussi un espace, une beauté, une esthétique et une présence de la France à travers une société de diversité culturelle. Je trouve que c'est un livre qui est très émouvant par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Merci, Nicolas Bavrez. Je souhaitais signaler la publication par Jean-Christian Petit-Fils d'une histoire de la France. Alors, on a eu récemment la vision communautariste de Patrick Boucheron avec les indigènes de l'histoire. On a de l'autre côté la commémoration avec les anges et les démons. Finalement, entre les deux, il manque des historiens qui sachent à la fois construire des récits et avoir un peu d'émotion. Et le livre de Jean-Christian Petit-Fils fait partie de cela. C'est Marc Bloch qui écrivait dans Les Tranches des Fêtes, il y a deux catégories de Français qui ne comprendront jamais l'histoire de France, ceux qui refusent de vibrer au souvenir du Sacre de Reims et ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de la Fédération. Et ben pour tous ceux qui vibrent au souvenir du Sacre de Reims, pour tous ceux qui lisent avec émotion le récit de la fête de la Fédération, eh bien, il faut lire Jean-Christian Petit-Fils. Marc-Olivier Padis. Oui, je voudrais recommander un livre. En tant que lecteur de la presse, on a tous beaucoup admiré le travail des journalistes sur le traitement des fuites massives de données, ce qu'on appelle les leaks. Il y a deux gros consortiums de journalistes au niveau international qui exploitent et qui fouillent ces données qui fuient. Mais on se demande peu, en fait, d'où viennent ces fuites, par où ça passe, etc. Et donc, deux journalistes
journalistes qui sont spécialisés sur les questions de renseignement ont fait un livre qui fait le point. Donc Pierre Gastineau et Philippe Vasset, dans un livre qui s'appelle « Armes de déstabilisation massive », qui est publié chez Fayard, retrace de façon tout à fait passionnante, disons, ce grand marché et ce grand champ de bataille qu'est aujourd'hui la fuite des données, l'exploitation de données, les coûts dans lesquels interviennent à la fois les services secrets, les grandes entreprises, les armées. Et donc, c'est tout à fait passionnant. C'est une enquête qui se lit très, très bien. Je vous remercie. Je rappelle que le Nouvel Esprit Public est préparé avec Valentin Petit, que le site est géré par Nicolas Tourneau, que Julien Neuville et Nouvelles Écoutes produisent nos enregistrements qui sont assurés au studio L'Arrière-Boutique par Maxime Olivier. Je vous rappelle aussi que vous pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin pour prolonger cette émission ou pour l'écouter sur www.lenouvelespritpublicsansséparation.fr et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast du Nouvel Esprit Public.